Eh bien, bonjour, bienvenue. Nous sommes présents ce matin pour une trentaine de minutes ensemble, pour un webinaire qui a lieu ici dans ce magnifique bâtiment de la Factory chez Vinci Énergie à Paris. Nous allons vous parler de la belle R2S, nous allons vous parler de la Smart Building Alliance et bien évidemment des étapes clés pour obtenir le label R2S 3 étoiles que nous avons obtenu. Je suis en compagnie d'Eugénie Guillepin qui est dans mes équipes. Et pour les petites règles de fonctionnement, nous avons une vingtaine de minutes où nous allons vous parler de ces étapes clés. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que ça fera un petit quart d'heure à la fin où nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Alors le sommaire est affiché à l'écran, je n'ai pas besoin de le détailler plus que ça. Je répète, toutes vos questions au fil de l'eau et c'est Eugénie qui prendra ça dans le chat et nous y répondrons. À la fin, on rentre d'emblée dans l'efficacité. Nous n'avons que 10 diapositives. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Eh bien, bonjour à tous. Merci David. Tout d'abord, si vous deviez un jour parler du label R2S, Ready to Service, je vous invite à utiliser le terme de cadre de confiance du Smart Building. Et on va le prouver par cette présentation. Je reprends les mots de Emmanuel François, notre président, quand il dit que le label R2S, il tourne autour du réseau IP du bâtiment. En effet, le réseau IP devient le 4e fluide du bâtiment après l'eau, le gaz et l'électricité. Donc, en fait, le réseau IP, il devient partie intégrante de l'immobilier en dur dans le bâtiment. Comme vous le voyez à l'écran, ce label R2S, il est composé d'un référentiel très structuré autour de ces 6 chapitres que vous voyez. Et chacun des 6 chapitres recense plusieurs points de validation, des prérequis, avec un système de notation par prérequis. Et donc, l'obtention du label, il se fait par cumul de points. Chaque prérequis a plusieurs niveaux d'exigence et on va prendre un exemple très concret. Dans le chapitre Management responsable, par exemple, il y a un prérequis qui vous demandera s'il y a ou pas un chef de projet Smart. Si c'est non, alors vous n'aurez pas de points. Si c'est oui, alors vous aurez un point. Voilà, ça va se procéder comme ça pour les 45 prérequis du label R2S. Et vous devez vous en douter, mais le premier des prérequis, là où tout commence, c'est savoir si oui ou non vous êtes raccordé à Internet. Et alors, non, il n'y a pas grand-chose. On arrête le label. On arrête, voilà. Vous pouvez même lâcher le bâtiment, ça ne marche pas. Et si oui, et la plupart des bâtiments, heureusement, le sont raccordés, c'est à savoir si c'est avec 1, 2, 3 opérateurs, ce qui donnera lieu à l'obtention de 1, 2, 3 points pour ce prérequis. Le schéma que vous voyez, il est organisé et c'est pas pour rien, il y a une signification en fait. On parle de couches. La première couche qui se situe en bas, avec les 3 chapitres, c'est le hardware. Avec les équipements de terrain, donc on a les capteurs, actionneurs, automates, c'est le réseau IP, c'est tout ce qui est palpable dans le bâtiment. La deuxième couche, c'est l'administration du réseau IP, c'est toute la base finalement du lot Smart. Et en fait, à ce niveau-là, à cette couche-là, il est essentiel de faire impliquer toutes les parties prenantes, comme le DSI ou les services généraux, qui finalement aideront à déterminer l'architecture réseau du bâtiment. Si je devais définir le management responsable, le chapitre management responsable, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est en fait l'écriture des attendus et du fonctionnement du bâtiment. En gros, qui fait quoi? Et enfin, la finalité, la 3e couche, c'est le fait que le bâtiment soit prêt à Ready to Service. C'est bien le nom du label. En fait, le premier service, il est lié à la performance énergétique et il est obligatoire, c'est le fait d'afficher les consommations du bâtiment. Et ensuite, de manière optionnelle, l'utilisation de la data du bâtiment peut fournir tous les services possibles et inimaginables. Et en fait, le label ne juge pas des services, mais plutôt de la capacité à offrir de nouveaux services que vous allez pouvoir déterminer finalement. C'est vous qui avez la main et faire proposer les services dans votre bâtiment. Eugénie a raison de le préciser. Dans le label, le service essentiel, c'est la performance énergétique du bâtiment. Donc ça, c'est incontournable, vous devrez y aller. Les autres services, on en parlera peut-être après en conclusion, c'est vous qui les déterminerez. Mais c'est le bâtiment qui sera en capacité à les produire. Alors,
je vous propose une petite blague, un deuxième sommaire dans notre présentation. Je vous demande de retenir cet acronyme MERCI. Tout simplement, ce sont les fameuses 5 étapes du succès que nous allons dérouler très rapidement. Le M, eh bien, c'est simple, mais vous allez devoir lire le mode d'emploi, vous allez devoir lire le référentiel. Donc il faut le maîtriser et il faudra définir un chef de projet. C'est un patron smart, c'est un lot smart. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, il faudra comprendre comment est organisé le référentiel avec les 6 chapitres qu'a évoqué Eugénie. En 2, eh bien, vous allez devoir, c'est une évidence, exécuter et surtout suivre la phase chantier de votre bâtiment, qu'il soit neuf ou en réhabilitation, ça ne change rien. Enfin, il y aura une grosse phase de réglage et de mise en service des systèmes, on va le détailler après. Pour aller chercher le label, comme c'est un système de preuve, il va falloir prouver que nous avons bien installé les systèmes dans le bâtiment. Et là, il y a une énorme compilation de la base documentaire liée à tout ce qu'on a installé dans le bâtiment. Ça, c'est un très gros travail et on n'a pas oublié de le préciser. Et enfin, le I, c'est juste pour vous prouver, ce n'est pas une étape clé, mais c'est une conséquence, eh bien, qu'il y a un intérêt majeur à aller chercher ce label. Donc, merci, maîtrise du référentiel, exécution et suivi de la phase chantier, réglage, mise en service, qu'on appelle aussi le commissionnement, et la compilation de la base documentaire, et vous verrez les bénéfices que l'on en tire. Alors, d'emblée, sur la phase 1, pourquoi il faut nommer un chef de projet ? Eh bien, c'est la marche à suivre. C'est aussi simple que ça. C'est le chef de projet aura la capacité à comprendre comment il va devoir organiser son bâtiment pour aller chercher les fameux points dans les chapitres que Eugénie a cités. Donc, c'est savoir lire le mode d'emploi. Il doit aussi avoir une capacité, une faculté à faire bouger les lignes en interne. C'est aller chercher le DSI, aller chercher les services généraux, aller chercher le DRH, informer le DG. C'est une nouvelle manière de penser l'organisation du bâtiment, qu'elle soit technique ou qu'elle soit dans ses usages à venir. Donc c'est quelqu'un qui doit être un petit peu en capacité à aller piloter ce fameux lot smart. Alors, on peut aussi avoir ce chef de projet en interne, bien sûr, mais surtout on peut en avoir un en externe. Ça peut être un AMO, on en parlera un peu plus tard. On peut faire sans AMO. Honnêtement, il faut avoir du temps, il faut avoir la capacité, il faut avoir la maîtrise, c'est pas toujours simple. Donc avoir un conseiller extérieur, c'est plutôt pas mal. Et surtout, cet AMO va détecter, parce qu'il connaît très bien l'organisation des 6 chapitres, va détecter si ce que l'on est en train de faire dans le bâtiment est en concordance avec les points que l'on peut obtenir dans le chapitre. Et parfois, il y aura un dialogue avec l'organisme certificateur, on en a parlé, c'est Certivea, et il y aura une possibilité d'aller chercher ou demander de l'indulgence sur un thème bien précis. J'ai quelques anecdotes que je reprends ici. Il faut un local serveur, on s'en doute, dans un bâtiment. Eh bien, dans le référentiel, il y a des dimensions minimum dans le local serveur. Bon, si on n'est pas dans les dimensions, mais qu'on a quand même le local, qu'est-ce qu'on fait ? On a les points, on n'a pas les points, vous voyez ? Et là, il y a un jeu d'aller-retour avec le certificateur pour dire est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas ? L'AMO est plutôt bien câblé, sans jeu de mots, pour aller discuter avec l'organisme de certification et savoir qu'à la fin, on obtiendra les points. Eugénie, je te passe la parole, ça c'est une évidence. Oui, c'est un chapitre honnêtement qu'on avait hésité et parce que ça nous paraissait vraiment évident, on l'a mis et c'est un bon rappel. Un chantier, ça se suit et de près. Personnellement, je n'étais pas là lors de la phase travaux pour le projet Wave et c'est notre chef de projet à l'époque qui a su comprendre et guider chaque lot technique. Il n'y en a pas un qui manque pour pouvoir les vérifier, vérifier sans cesse, faire les allers-retours, David en parlait, entre la concordance de ce qu'on a vraiment mis sur le papier, les attendus sur le devis et ce qui est finalement installé dans le bâtiment. Oui, parce qu'en fait, entre les entreprises et les futures implantations, ça bouge. Un chantier, ça évolue en permanence. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant et utile, forcément nécessaire de devoir suivre de près toutes ces modifs en temps réel avec les entreprises et ne pas les lâcher. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une pose d'un capteur de température qui va peut-être parfois évoluer, qui va subir des changements avec l'aménagement, l'implémentation dans le bâtiment. Donc, très rapidement, je termine sur cette slide, c'est plus le chantier a été suivi de près, moins il a de réserves et de non-conformité, et c'est ce qu'il faut éviter. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle.
Et j'ajoute qu'avec ces lots smart qui sont un peu nouveaux quand même pour tout le monde, eh bien justement, il faut suivre ça d'encore plus près parce qu'on est un peu dans le prototype. Et donc le chef de projet, je le disais tout à l'heure, doit avoir cette capacité de maîtriser les lots techniques pour suivre le chantier. Alors, cette phase, elle est aussi extrêmement importante parce qu'une fois que le chantier s'est bien déroulé, que tout le monde est content, qu'on est dans les délais, qu'il n'y a pas de bug, eh bien, il va falloir mettre en service et régler ce que j'évoquais tout à l'heure. On va passer du prototype à quelque chose de fonctionnel. Donc ça, c'est une période qu'il ne faut pas rater. On ne peut pas tolérer que les entreprises aient posé et s'en aillent en disant « débrouillez-vous pour mettre en service ». Non, il faut un accompagnement qui va durer 3 mois minimum jusqu'à 6 mois, voire 1 an pour la CVC, pour avoir les 4 saisons passées complètes dans l'année. Bon, à vous de voir. En tout cas, cette période de réglage, de commissionnement est extrêmement importante pour qu'il n'y ait pas de rejet dans les aspects smart du bâtiment et que tout cela fonctionne correctement. Il est hors de question de lâcher les entreprises, qu'elles vous envoient une notice en disant vous vous débrouillerez avec ça pour savoir comment tel équipement fonctionne. Non, c'est pas ça. On est ensemble dans le bateau et on fait en sorte que ce soit réglé et que ce soit fonctionnel. Il y a parfois des prises de tête, mais il faut qu'on ait un objectif commun. Réglage et mise en service des systèmes, c'est extrêmement important. Enfin, je pense que c'est encore à moi, et oui, pour aller chercher le fameux label, eh bien, ça passe par ce 4e thème. On ne peut pas juste dire à Certivea, rassurez-vous, il y a une redondance de la sécurité informatique, rassurez-vous, les capteurs, ça fonctionne comme ça, rassurez-vous, les ondes se propagent correctement. Non, il faut prouver tout ça. Et pour prouver tout ça, il faut avoir, on en revient toujours à la même chose, il faut avoir les DOE de toutes les entreprises. Et puis, il faut savoir compiler cette base documentaire, selon les 6 chapitres, vous l'avez vu en préambule, pour que l'auditeur à distance puisse déjà se faire plus qu'une idée de la conformité de ce que l'on voulait avec l'obtention des points. Donc, à distance, déposé sur un SharePoint particulier, on vient mettre le schéma de l'architecture réseau, c'est ce que vous voyez à l'écran. Bien voilà, on met un petit synoptique avec quel type de matériel, comment c'est organisé, c'est le système de preuve. On voit aussi... Et c'était là, ça me permet de vous parler d'une petite anecdote. On voit aussi la couverture du réseau GSM à l'intérieur du bâtiment. Allez, je fais une petite parenthèse. Moi, j'avais très clairement fait des copies d'écran des téléphones un peu partout dans le bâtiment en disant oui, ça passe partout, chez tel opérateur, chez tel opérateur, chez tel opérateur. C'est un système de preuve. Bon, il s'avère que ça n'a pas fonctionné. On a dû passer par un petit audit de couverture de la propagation des ondes et on l'a intégré dans cette base documentaire, ce qui nous a permis d'avoir les points de manière plus fiable. Donc, ce label R2S, c'est un système de preuve. Ça permet au bâtiment d'avoir son carnet de santé, son certificat de baptême, si on peut dire, avec tous les éléments qui sont du coup intégrés dans le bâtiment. Et un preneur, un futur locataire, a toute cette base documentaire pour pouvoir ensuite intégrer les équipements qu'il le souhaite et apporter les services qu'il le souhaite. Donc nous, sur cette phase, nous avons pris un AMO pour la compilation de la base documentaire. On n'avait pas pris d'AMO pour élaborer le projet, mais on a pris un AMO pour réaliser ce travail et être certain que les allers-retours avec le certificateur et l'auditeur qui était Arpastrans, d'ailleurs je les cite parce qu'ils ont été formidables, ils sont membres de la SBA également, et bien voilà, tout ce petit monde était travaillé autour de ces documents et du SharePoint, et quand on a passé l'audit final, eh bien tous les documents étaient en place, et c'est ça qui nous a permis de passer un audit conforme. Et enfin, la dernière étape, les coûts et surtout on va surtout insister sur les bénéfices que l'on en tire. Au niveau des coûts, l'audit et la certification qui a été fait par Certivea, 12 000 euros. Combien t'as dit ? 12 000. 12 000 euros pour la certification. Ce qui n'est pas beaucoup. Et comme David l'a dit, deuxième point, nous on a fait le choix de se faire accompagner d'un AMO pour la phase de compilation. Donc c'était Frédéric Mathis d'Amexia du groupe Projex et Pierrick Jourdain du CD2E, 2 entités à Lille, qui nous ont accompagnés là-dessus. De même, 12 000 euros. Donc voilà, ça c'est pour les coûts directs. Et ensuite, sur les coûts indirects ou masqués, je devance une question sur le chef de projet. C'est selon le temps passé. Pour nous, ça a été 2-3 mois cumulés, échelonnés sur les 2 ans du projet. Et c'est une personne interne. Donc c'est pour ça qu'on dit masqué. Son salaire était pris par l'entreprise, mais c'est en effet 3 mois de prestations intellectuelles. Qui n'a pas chômé.
Et comme le disait David, le petit imprévu, ça arrive sur la propagation des ondes GSM, mais on a tenu à le faire jusqu'au bout puisque ça nous a donné lieu à l'obtention des 3 étoiles. Donc on s'est dit que ça valait le coup d'aller les chercher, 2500 €. Donc on l'a fait et c'est une belle réussite sur les 3 étoiles. Alors, cette anecdote, c'est amusant parce que comme on voit sur le référentiel le nombre de points que l'on obtient nous-mêmes, c'est de l'auto-évaluation, on voyait qu'on était juste à la limite du 3 étoiles et on se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et on a regardé ce que j'évoquais tout à l'heure, cette blague de propagation des ondes. On dit allez, on lance l'audit, et ça nous a permis de largement dépasser les points pour aller chercher les fameux 3 étoiles. Encore une fois, on n'était pas obligé de le faire, on aurait eu le label R2S 2 étoiles, mais voilà, il y a une petite fierté, on s'est dit allez, on y va, on va jusqu'au bout. Les bénéfices peut-être, Génie? Oui, alors dans un premier lieu, c'est la réputation et l'image, en fait, une grosse valorisation du bâtiment avec ce label. Il faut mettre fin à la question combien ça me coûte, combien ça vous a coûté. Je vous ai fait le détail de ce que ça nous a coûté, mais surtout réfléchissez à l'envers et dites-vous combien cela me coûterait en fait si j'avais pas ce label. Moi personnellement, ça m'a coûté mon métier. Sans ce label, Vinci Énergie, Wave est le siège régional de Vinci Énergie France Tertiaire Nord-Est. Et Vinci Énergie a fait le choix d'embaucher une Energy Manager. Donc c'est un métier peu connu encore. On peut l'assimiler à de la performance énergétique, de la data analyse. Mais sans toute la data que pousserait Wave, je ne serais pas là. Je ne serais pas là à analyser et encore optimiser les bâtiments. Cette accessibilité, elle me permet de piloter, d'administrer des bâtiments finalement à distance, un maximum de bâtiments à distance. Et c'est un gros plus pour le propriétaire. Comme le disait David, le bâtiment est prêt à. Donc pour les futurs preneurs, c'est vraiment un certain confort. Pour le premier des bénéfices, pour que ça vous parle, c'est le premier service qui est la performance énergétique. Et d'emblée, notre bâtiment qui est à Lille fait partie d'un ensemble immobilier de 3 bâtiments identiques, sauf que nous, on est allé chercher ce fameux label, donc on l'a équipé de capteurs actionneurs et d'une architecture réseau. Le premier des bénéfices, c'est la performance énergétique. Notre bâtiment, équipé de la même manière en hardware que les 2 autres, consomme 1/4 des 2 autres bâtiments. 1/4 des 2 autres bâtiments, parce qu'il est bien piloté, bien administré, que nous avons la data et que Eugénie est justement capable de régler les éclairages, la CVC, les temps de présence, les usages de qui est présent ou non. Donc retenez ça, vous voyez, 1/4 de la consommation du bâtiment d'en face. Une question que je devance aussi, un bâtiment de 2000 m² sans poste de travail. Donc vous voyez, c'est pas grand, mais c'est quand même, on ne dépense que 25% de ce que dépensent nos petits voisins. Donc les coûts du label sont payés sur la première année. Et puis on peut aller plus loin encore avec les parties communes, elles qui ne sont pas équipées, qui ne sont pas labellisées finalement. On est à des consommations 2 fois plus élevées que nos parties privatives. Et ça encore, la data me le prouve. Donc il y a vraiment un gros enjeu énergétique sur ce label-là. Donc là, il y a un petit message à notre property manager. Si lui, il pouvait monitorer ses consommations de parties communes, on ferait encore des économies sur l'intégralité du programme immobilier. Je ferme la parenthèse. Décret tertiaire. Non mais ce genre de bâtiment qui est équipé du label, c'est compatible, très très bien compatible avec le label, avec le décret tertiaire qui va demander toutes ces consommations du bâtiment, pouvoir être au clair avec toutes les consommations du bâtiment. Alors ce qui s'est passé après, c'est que nous, on ne s'est pas arrêté au service minimum du label, on a développé une plateforme informatique, Wave Platform, tout simplement, poussée par Smart Building Energy, qui est une de nos entreprises basée à Lille. Et cette plateforme amène encore plus de services que le seul service de performance énergétique. On vous en parlera peut-être dans les questions, mais ce n'est pas le but du fameux label R2S qu'on évoque. Quelques petits sujets quand même, on va le faire en question. D'un point de vue économique, avant on était dans la perception, il fait chaud, il fait froid, on a eu froid. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quand l'un de mes collègues va me dire il fait froid Eugénie aujourd'hui dans le bâtiment, je vais dire tu sais, avec la data qui est poussée par le bâtiment, non il fait pas froid, il fait 19,8 ou 20. C'est peut-être froid. Oui, c'est peut-être froid, mais j'ai peut-être pris un mauvais exemple. Mais on a vraiment un système de preuves. On n'est plus dans la perception. On confirme ou non la perception des gens, et ça, c'est assez fort. Et on a un peu plus de poids en tant qu'energy manager pour dire non, il ne fait pas froid. Comme notre bâtiment est totalement équipé, on l'a rendu aussi en mode as a service, c'est-à-dire que les salles de réunion, par exemple, il y a plein d'autres sujets,
sont réservables par tout le monde. Il n'y a plus que 2 salles de réunion dans l'intégralité du bâtiment. Et donc, quand c'est réservé, c'est directement facturé à la direction financière sur le compte de la personne qui a réservé. Mais surtout, Eugénie, elle voit, David de Sablance a réservé une salle, elle met en route le chauffage ou l'éclairage. Pas moi. Oui, alors Le pas toi, bâtiment, c'est toi qui l'as réglé. Mais, Le bâtiment est autonome là-dessus, il va se lancer une demi-heure avant la réunion et pour un certain confort de l'utilisateur final. En fait. Donc voilà, ce bâtiment, il parle, il envoie de la data, donc du coup, il est aussi interopérable, hein, c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir lui donner aussi des consignes et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus agréable à vivre et le plus frugal possible. Vous voyez, on a fait très court, donc là maintenant, il faut qu'on regarde le chat pour savoir si on a quelques questions qui sont arrivées. J'ajouterai juste une petite dernière chose, parce que tant qu'on a la parole, hein, une différence assez notable, c'est qu'on a pris le parti d'installer le système de fibre optique à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire on a mis du POL, pour ceux qui connaissent, du Passive Optical LAN, et donc on a la fibre jusqu'au poste de travail, et nous avons le même réseau informatique bâtimentaire et domestique. Et pour ça, on a pris un réseau fibré qui est quelque chose d'assez incroyable. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait ça avant. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. On est smart jusqu'au bout. Alors, si on prend quelques questions. Au niveau des prérequis, si on peut les consulter, c'est sur le site Certivea qui développe, qui a un référentiel très complet et on peut consulter tous les prérequis avec tous les niveaux d'exigence qui sont détaillés. Et vous pouvez faire une auto-évaluation en suivant justement les prérequis et vous vous dites, là j'aurai 1 point, là j'aurai 2 points, là je ne sais pas. Et ça vous permet d'avoir votre bâtiment qui est parfaitement organisé selon les 6 chapitres. Allez voir Certivea. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a mis le référentiel en téléchargement, parfait. Pouvez-vous indiquer ce que vous avez inclus dans le lot Smart ? Ah, alors, ça c'est... Je vais répondre de 2 manières. On a tenté de tout inclure dans le lot Smart. Tout inclure. C'est parti de... En fait, on a fait un parcours client. On s'est dit, David de Sablance, il arrive le matin, il faut qu'il ouvre le portail. Et puis, il faut qu'il ait une place de parking, ou une place de vélo, ou une place de roue. Et puis, il va pénétrer dans le bâtiment. Donc, il y a un contrôle d'accès. Il va peut-être devoir désactiver l'alarme. Vous voyez, on a raisonné vie et usage du bâtiment. Donc, toutes les conséquences de mon mode de vie dans le bâtiment, eh bien, c'est devenu... ça a été intégré dans le lot Smart. Jusqu'à l'éclairage, les capteurs de présence, de luminosité, de chauffage, Donc, le lot Smart a cumulé beaucoup de thèmes. C'est un énorme macro-lot technique, CFO, CFA, CVC, courant faible aussi pour les capteurs et les contrôles d'accès, l'alarme. Donc en effet, c'est là où le chef de projet doit prendre une dimension majeure pour être capable, je le disais en préambule, de savoir piloter tout ça et de savoir driver correctement les entreprises. Et aussi dire, je le disais, aux futurs preneurs, aux maîtres d'ouvrage, aux promoteurs, que sais-je, dire ça ce sera faisable, ça ce sera pas faisable. Je vous donne l'anecdote des stores. C'était pas dans le lot Smart. Voilà, les stores c'était dans le lot huisserie, donc les fenêtres extérieures. Mais pour avoir une performance énergétique cohérente, pour éviter le rayonnement lumineux sur ces grandes baies vitrées que nous avons, il faut aller piloter les stores. Eh bien, ça a été, je le dis, une galère pour se plugger sur le monitoring des stores, parce que ce n'était pas inclus dans le lot Smart. Et on a mis pas mal de temps à trouver la solution. Les stores, on nous les a livrés avec des télécommandes. Donc, une télécommande par fenêtre, on était content. Donc on ne pouvait pas garantir une performance énergétique avec toutes les fenêtres, tous les stores ouverts. Voilà. Ça, j'espère que ça répond à votre question. Macro-lot technique, faire en sorte que toutes les entreprises se parlent entre elles, faire en sorte que tous les éléments soient en protocole de communication ouvert, c'est extrêmement important. Je ne reviens pas sur mon anecdote des stores qui n'étaient pas en protocole de communication ouvert. Donc voilà, macro-lot global, technique et chef de projet Smart. On a une question sur l'optimisation des mètres carrés, de la surface du bâtiment. Alors, on peut répondre aussi en 2 temps. On se demandait si on allait partir en flex office ou ce genre de choses, des choses un peu à la mode. Pour finir, on n'a pas fait de flex office, on a fait un très bel aménagement intérieur avec parfois des bureaux fermés, parfois des bureaux ouverts, parfois un peu plus d'open space. Par contre, nous avons fait 2 choix assez
dur, c'est zéro papier, ou du moins tendance, zéro papier. Donc on a fait l'économie de beaucoup de mobilier, donc on a fait des économies de mètres carrés pour les espaces de travail. Et nous avons rendu les salles de réunion, je le disais, en mode as a service sur un étage du bâtiment. Donc dans les différents étages du bâtiment, on n'a plus sa propre petite salle de réunion qui ne serait utilisée que 10% du temps. Là, on a un pool de salles de réunion réservables et qui sont utilisées à plus de 75% du temps. Donc là, on a optimisé largement les surfaces. Si demain, on quitte ce bâtiment, un autre preneur arrive, bien le bâtiment est prêt il est équipé pour être en flex office ou en que sais-je. Donc, optimisation des surfaces. C'est un peu le travail d'Eugénie maintenant qui regarde justement les présences des uns des autres pour savoir si on peut libérer des mètres carrés ou si on doit en reprendre. Donc, c'est un travail qui se fait avec le temps par la data poussée par le bâtiment. Encore une fois. On pose la question sur quel Boss Building Operating System on a utilisé. Tu en as déjà parlé de la Wave Platform. Alors, c'est la Wave Platform, en effet. Sur mesure. Smart Building Energy, qui est une de nos entreprises basée à Lille, c'est une entreprise d'informatique, mais qui a cette capacité à bien comprendre ce que font les entreprises d'électricité, de CVC et de Smart, parce qu'elle vient en effet mettre cette couche informatique au-dessus des organes, des automates et puis de la GTB pour pouvoir piloter, administrer le bâtiment complètement. Smart Building Energy a développé la Wave Platform sur les bases des briques de chez Microsoft Azure. Là, je vous invite à vous connecter sur Smart Building Energy à Lille et vous allez voir tout un tas de descriptifs. C'est le boss que nous avons choisi pour ce bâtiment Wave. Donc, il y a une homonymie entre le bâtiment Wave et la Wave Platform. Mais achetez-la, vous allez voir, c'est formidable. Je complète avec une question qui me pose la question sur comment on peut programmer un chauffage vis-à-vis d'une réservation de salle. Et c'est là toute la force, le tour de force de l'outil que Smart Building Energy a développé. Et après, la programmation, c'est moi qui le fais en fonction de l'usage. Moi, je suis vraiment entre l'usager, la technique, le bâtiment, les équipements de terrain, comment ça réagit. Et une programmation est faite sur l'outil de la Wave Platform, tout simplement. Alors, sur cet outil, Eugénie ne dit pas qu'elle a le côté administrateur de la plateforme. En effet, pour répondre précisément à la question, si on veut que le chauffage se mette en route un quart d'heure avant la prise de la salle de réunion, eh bien, c'est Eugénie qui le détermine dans un scheduler. C'est elle qui a la main là-dessus et c'est elle. Voilà, elle met les conditions. C'est réservé par un membre de l'organisation, donc je chauffe et j'éclaire. Donc ça, c'est Eugénie qui le détermine et du coup, le fonctionnement va se faire en automatique. Elle a la partie admin de la plateforme. Nous avons la chance d'avoir Eugénie dans notre bâtiment et les autres bâtiments de Vinci Énergie, mais si vous n'avez pas d'énergie manager chez vous, Smart Building Energy fait ça pour vous. C'est-à-dire, encore une fois, vous donnez vos attendus, vos prérequis, et c'est eux qui vont faire la prog de votre bâtiment pour qu'il réagisse en automatique. Et c'est un environnement Microsoft, donc c'est ça qui est formidable, parce que c'est très, très ergonomique, on s'y retrouve très facilement. Pour finir sur les stores, j'ai une question. Comment finalement on est arrivé à pouvoir communiquer avec des stores qui ont un protocole de communication fermé, tout simplement en reprenant, en travaillant. On n'a pas le droit de le dire en fait. En travaillant avec eux, quoi. Mais c'est des cas qui n'arriveront plus. Hein. Les équipementiers savent très bien que maintenant on demande des systèmes de communication ouverts pour pouvoir avoir de l'interopérabilité. Alors oui. On n'est pas qu'entre nous, donc ce serait compliqué. On respecte le choix d'un industriel d'avoir un protocole de communication fermé, ok, sauf que là, on a subi ça. Donc, comme on s'appelle Vinci Énergie, on a un petit peu de poids, donc on les a appelés, on a travaillé avec eux, comme le dit Eugénie, nos informaticiens ont travaillé avec eux, et puis au final, après beaucoup de temps passé, on a réussi à obtenir une partie du protocole de communication pour pouvoir manœuvrer ces fameux stores. Ça a été un chemin de croix quand même. Bon, maintenant ça fonctionne, on est ravis, mais vous voyez, c'est comme quoi il faut de la compétence. C'est ça. On pose la question si, par rapport à la programmation du chauffage et les salles de réunion, une fois que c'est programmé, ça devient automatique. Hein, le bâtiment est autonome là-dessus. Je lui lance une programmation et il le déroulera sur chaque réservation de salle. Donc, je ne fais pas lien à chaque réservation, heureusement. Un autre parce que ça parle, Eugénie a mis en place deux petits protocoles que personne ne voit, mais il y a un protocole canicule, justement. Quand elle se plug sur la station météo sur le toit du bâtiment,
qu'on sait qu'il va faire telle température, qu'il va faire chaud. Donc le bâtiment s'organise, les stores se baissent. Il y a un petit push-up sur sur les mails des gens qui dit ben voilà, n'ouvrez pas les petits flaps, gardez la thermie à l'intérieur du bâtiment. Et donc le bâtiment réagit tout seul pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rayonnement lumineux. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un autre scénario, c'est le scénario vent fort, parce que nos stores, justement, je reviens, les pauvres, pourraient s'arracher au-delà de X km/h. Donc elle a mis en place un petit scénario. Voilà, si on sait qu'il va y avoir du vent, eh bien les stores se remontent et on aura beau sur notre plateforme essayer de les descendre, non, ils ne descendront pas parce qu'il y a un risque d'arrachement. Donc voilà le genre de scénario que Génie met en place dans le bâtiment. Mais il y en a plein d'autres. C'est les fameux services que l'on peut développer une fois que le bâtiment est interopérable. Voilà. On va peut-être conclure sur un beau sujet que sont les bornes de recharge et surtout le courant continu. Nous avons une question de notre président. Le teasing. Alors, il y a encore plein de nouveautés qui vont arriver chez Wave, ça c'est sûr. Et le fait qu'on ait ce label R2S, vous voyez, on l'a oublié. On sait maintenant que le bâtiment va réagir très très facilement à toutes les sollicitations et tous les services qu'on va pouvoir y mettre. Le prochain, c'est panneaux photovoltaïques en toiture. Pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite? Tout simplement, on n'est pas chez nous, on est locataire, donc il fallait qu'on ait les accords de notre propriétaire pour mettre l'installation. C'est fait, on fait les choses dans les règles. Donc les panneaux photovoltaïques arrivent. Il va y avoir une production d'énergie en courant continu. Donc c'est Eugénie et Camille Thirier chez nous qui pilotent ça. Et ce courant continu va alimenter quelques espaces. Donc ça va être peut-être une belle innovation française. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'innovation majeure comme ça dans l'électricité en France. Donc vous serez tous invités à venir voir ça. On va coupler les bornes de recharge de véhicules électriques là-dessus. Pas simple, parce que tout le monde n'est pas encore prêt, mais on ne lâche pas l'affaire. Eugénie ne lâche pas l'affaire. Et donc on aura une installation bâtiment producteur d'énergie, autoconsommation d'énergie, et avec une partie courant continu. Donc restez connectés, vous allez voir sur le premier semestre, il va se passer des choses à Wave. On vous racontera tous les bénéfices liés au courant continu. On en a terminé, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc je fais un petit coup d'œil à Lydia Zerouki, vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas dans la technique, mais qui nous scrute. Je pense qu'on peut certainement conclure ce formidable temps. En tout cas, on a eu un grand plaisir à le faire. On espère qu'on est pragmatique et pédagogique. Venez voir le bâtiment Wave, vous êtes les bienvenus. Eugénie vous fera la visite du bâtiment et vous parlera de data. N'ayez pas peur, faites-le, c'est l'avenir. Poussez ce label, c'est ce qui fera la valeur des bâtiments de demain. En tout cas, merci Eugénie. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.